Bon, vous voyez? Vous voyez? Ok. Ok, d'accord, mesdames et messieurs. Donc, je suis très ravi de répondre présent pour ces webinaires ce soir, intitulé, comme vous l'avez vu, sur la thématique la business intelligence et ses outils. Donc, on va parler de c'est quoi la business intelligence, c'est l'apparition de la business intelligence. Et évidemment, on va parler des outils de la business intelligence. Et à la fin, donc, on va faire un petit workshop où on va faire la création d'un entrepôt de données qui est le cœur même de la business intelligence ou de l'informatique décisionnelle. Et aussi, on va faire une petite partie de l'intégration des données. Vous allez voir d'une manière très pratique. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous présenter le plan de notre exposé. Donc, notre exposé a un plan comme suit. Donc, qu'est-ce que la business intelligence ou bien l'informatique décisionnelle? Quand vous entendez par la business intelligence, ce n'est rien d'autre que c'est l'informatique décisionnelle. Et après, on va voir qu'est-ce qu'un data warehouse, qui est le cœur même de la business intelligence ou bien de l'informatique décisionnelle, et les outils ETL. Donc, comme vous avez vu sur les sujets, sur le thème, les outils de la business intelligence n'est rien d'autre que les outils ETL. L'ETL veut dire, c'est-à-dire extract, transform, load. Et on va voir d'une manière très pratique, vous allez voir c'est quoi l'ETL. Et après, on va voir les concepts OLAP et l'analyse multidimensionnelle. Et maintenant, qu'est-ce que la business intelligence ou bien l'informatique décisionnelle? Donc, ce qu'il faut savoir tout au long de cet exposé, on va d'abord introduire la business intelligence. On va voir quels sont les domaines d'utilisation de la business intelligence. On va voir c'est quoi la business intelligence. On va voir les étapes des processus de la business intelligence et les notions relatives à la BI. Mais ne soyez pas surpris ou épatés. Donc, durant cette présentation, vous allez rencontrer certains mots et ce n'est pas étrange. Par exemple, vous allez entendre ou bien rencontrer aide à la décision. Quand on dit l'informatique décisionnelle, voilà, la business intelligence, il n'y a rien d'autre que c'est une aide à la décision. À la fin, c'est de faire un rapport et de prendre une prise de décision. Aussi, data warehouse, qui veut dire l'entrepôt des données en français, portail décisionnel, la business intelligence, en anglais ou en français, c'est l'informatique décisionnelle. L'ETL, qui veut dire extract, transform, load. En français, veut dire extraction, transformation et chargement de données. Et après, c'est les structures multidimensionnelles OLAP, qui veut dire Online Analytical Processing. Et après, on va voir Data Mart. Data Mart, ce n'est rien d'autre que c'est magasin de données. Donc, maintenant, on va parler un peu de l'apparition de la BI et de la business ou bien de la business intelligence ou encore informatique décisionnelle. Comme vous le savez, l'apparition de l'informatique est apparue dans les années 50. Et c'est grâce à un système dédié à la production. La business intelligence ou bien l'informatique décisionnelle, c'est un système dédié à la production. Qui dit production, c'est la banque, l'assurance, etc. Bien avant, l'informatique, dès son apparition, sert beaucoup plus à des supercalculateurs. Donc, qui veut dire supercalculateur, c'est-à-dire pour faire des calculs. Donc, l'informatique travaille d'une façon parallèle. D'où, par exemple, si vous entendez la big data. Big data travaille d'une façon parallèle. Et bien avant l'informatique, l'apparition de l'informatique, comme je vous ai dit, dédiée à la production, bien avant, il n'y a pas ce qu'on appelle la OLAP. Il y a ce qu'on appelle système de production. Qui dit production, c'est-à-dire on a une petite base de données et on va faire juste des requêtes, des petites requêtes, par exemple, select étoile, simple, je ne sais pas quoi. Et après, on a migré vers ce qu'on appelle la OLAP.
qui est Online Analytical Processing. Maintenant, on va voir quels sont les domaines d'utilisation de la BI. Comme vous le savez, la BI est généralement utilisée dans les services financiers avec les reporting financiers et budgétaires. La BI est aussi utilisée dans les services commerciaux avec l'analyse des points de vente et l'analyse de la profitabilité. La BI est également utilisée dans les services marketing avec la segmentation client, les analyses comportementales. La BI est aussi utilisée dans la logistique avec l'optimisation de la gestion des stocks, le suivi des livraisons. Et la BI est aussi utilisée dans les services des ressources humaines avec l'optimisation de l'allocation des ressources. Maintenant, on va définir la business intelligence. La business intelligence est l'ensemble des moyens, des outils et méthodes qui permettent de collecter, intégrer, distribuer et de restituer les informations en vue d'offrir une aide à la décision. Donc, les termes que je vous ai parlé de vocabulaire de la business intelligence, ce terme est acronyme particulièrement riche et parfois difficile de le comprendre. Et n'offre pas une vision vraiment claire sur le sujet. Maintenant, les directeurs opérationnels, c'est-à-dire les directeurs commerciaux, les directeurs des ressources humaines, les directeurs marketing, voilà, les commerciaux, les directeurs commerciaux ont un besoin crucial sur le déroulement de leur activité et réclament régulièrement des rapports. Donc, à la fin, dans chaque département, par exemple, le département marketing, voilà, le département de la recherche des ressources humaines, voilà, dans le département des services commerciaux, chaque responsable a besoin d'un rapport. Et c'est ça l'objectif de la business intelligence. Donc, la BI ou l'informatique décisionnelle offre une opportunité pour les entreprises afin d'optimiser le pilotage de leur activité et d'anticiper sur les évolutions du marché. Comment évoluer sur le marché? Donc, d'évoluer sur le marché et de répondre au comportement des consommateurs. Maintenant, on a vu déjà le domaine de la BI. On a défini maintenant la BI. On a dit ensemble de moyens, des outils et méthodes qui permettent de collecter, intégrer et distribuer des informations. N'est-ce pas? Donc, attendez un peu, quelqu'un que vous voulez. OK. Voilà, donc on avait défini déjà la BI. Maintenant, les étapes du processus de la BI. Donc, la BI a une phase de collecte ou d'alimentation, a une phase d'intégration, a une phase de distribution, a une phase de restitution. Comme vous le voyez au niveau de l'introduction ici, je vous ai dit que la BI est l'ensemble des moyens, des outils et méthodes qui permettent de collecter, intégrer, distribuer. On va collecter les données à partir d'où? Et on va intégrer les données où? Et on va distribuer les données où? On va collecter les données certainement à partir d'autres sources de données. Et quelles sont les autres sources de données? Ça peut être un CRM, ça peut être un RP, ça peut être des fichiers plats, ça peut être un Excel, ça peut être de base Access. Et après, on va passer à la phase d'intégration, d'où on dit ETL. Donc, ETL utilise le processus d'intégration des données. Donc, on va collecter les données, on va extraire les données et on va intégrer les données. Après avoir intégré les données, on va distribuer au niveau de notre data warehouse, qui est l'entrepôt de données. Maintenant, la phase de collecte ou d'alimentation. La phase de collecte ou d'alimentation est assurée par le processus ETL. Donc, je vous ai parlé déjà de ETL. Je vais dire extract, transform, et qui s'en charge de la collecte de toutes les informations nécessaires depuis les différentes sources de données. Je vous ai parlé des sources de données. Ça peut être un CRM, ça peut être un ERP, ça peut être des fichiers plats. Et les bases de données opérationnelles sont d'abord extraites, puis transformées, mais chargées dans un data warehouse grâce à l'outil ETL que je vous ai parlé. Après avoir terminé avec la phase de collecte ou d'alimentation, on va passer à la phase d'intégration. Donc, que veut dire la phase d'intégration des données?
Donc, la phase d'intégration et de centralisation des données au niveau de notre data warehouse, celles-ci sont structurées toujours avec l'outil ETL. Toujours pour faire les étapes d'alimentation, intégration, distribution et restitution, toujours on utilise le processus ETL. Donc, c'est ça, on dit business intelligence et ces outils. Donc, avec l'outil ETL, cette étape peut être considérée comme pré-traitement afin de faciliter l'accès aux différents outils d'analyse. C'est ça la phase d'intégration des données. Maintenant, on va passer à la phase de distribution. Selon vous, c'est quoi la phase de distribution? On a des gens qui ont fait la BI avec nous. Hein? Il faut que la présentation soit interactive, s'il vous plaît. Camara, tu es là? Et tu peux nous parler de la phase de distribution. Oui, distribuer comment en fait? On a parlé de la phase de collecte ou d'alimentation. On a dit on va collecter les données à partir des autres plateformes. Par exemple, ça peut être un ERP ou un CRM. Voilà des fichiers plats. Et après, on va passer à la phase d'intégration des données. Donc, pour faire l'intégration des données, ils ont toujours des processus ETL. Même la phase de distribution, on utilise le processus ETL et ainsi la phase de restitution. Mais maintenant, au niveau de la phase de distribution, les données à la, comment dire, cette phase met les données à la disposition des utilisateurs. C'est ça, on dit distribution. Donc, on va mettre les données à la disposition des utilisateurs. Donc, maintenant, cette phase a pour objectif de la segmentation des données. On va faire la segmentation des données en contexte cohérent. Tu vois? Donc, facile à utiliser, donc qui correspond à des activités décisionnelles et spécifiques. Par exemple, on va prendre le département marketing, le contrôle des gestions, les risques, etc., etc. C'est ça, on dit la phase de distribution. Et la phase de restitution. Donc, la phase de restitution consiste à présenter les informations à des valeurs ajoutées, de telle sorte qu'ils soient lisibles dans les cadres d'aide à la décision. Donc, les données ici sont modélisées. Hein. Les données sont modélisées par des représentations à la base par des requêtes, constituées par des rapports et des tableaux de bord avec des outils d'aide à la décision. C'est ça la phase de restitution. Maintenant, on va voir la phase de collecte ou d'alimentation. Donc, j'ai illustré avec quelques schémas, vous allez voir. Donc, ça, ce sont des bases de données opérationnelles. Ça, c'est l'ETL. Ça, c'est notre data warehouse. Donc, les bases de données opérationnelles, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être des fichiers Excel, voilà, CRM, voilà, ERP, etc. Et après, ça, c'est l'ETL. Donc, on va extraire, on va transformer et on va charger au niveau de notre data warehouse. Donc, j'ai parlé de la phase d'intégration. Donc, ça, c'est schéma aussi illustratif qui illustre la phase d'intégration. Il y a une interaction entre l'ETL et le data warehouse. Et ça, c'est la phase, excusez-moi, ça, c'est la phase d'intégration. Ça, c'est la phase de distribution. Donc, comme je vous ai dit, à partir de notre data warehouse, on va créer un cube. On va créer au niveau de data mart. Donc, quelle est la différence? Qui peut me faire la différence entre un data mart et un data warehouse? Qui peut me faire la différence entre un data warehouse et un data mart? Data mart est spécifique à un besoin. Plus ou moins. Mais pour moi, dans
selon moi, l'ensemble de data mart constitue un data warehouse. Tu vois? Donc, comme je vous dis, data mart, c'est un magasin de données. Et maintenant, le data warehouse, c'est le point central. D'accord? Je donne, moi, souvent, je donne un exemple, par exemple, au niveau des carrefours. Donc, on peut trouver les carrefours centrales, mais il y a des magasins, par exemple, il y a des petits carrefours. Donc, on peut trouver c'est pas un point central. Il y a le point central de Carrefour et il y a des data mart, des petits magasins, on peut dire, en fait, en quelque sorte. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, on va voir notion relative au domaine de la BI. Donc, je peux définir l'ETL. L'ETL est l'acronyme d'Extract Transform Load, qui signifie en français extraction, transformation, chargement. Est un outil qui est chargé de l'extraction des données métiers, de leur mise en forme dans les cadres de l'aide à la décision et enfin de leur chargement dans un entrepôt de données. Donc, juste une question, pourquoi on parle d'une analyse multidimensionnelle? Tu peux me répondre? Donc, on parle d'une analyse multidimensionnelle, c'est parce que pour pouvoir analyser les données d'une activité de l'entreprise, donc il faut pouvoir les modéliser suivant les axes. Je peux donner par exemple les chiffres d'affaires par catégorie, les clients par produit. Donc ici, on a on a les chiffres d'affaires, on a la catégorie des clients et on a les produits. Ce sont des axes d'analyse. Donc on en parle de l'analyse multidimensionnelle. Donc, après avoir défini les ETL, je passe au niveau de Data Warehouse. Donc, Data Warehouse ou entrepôt de données est une base de données utilisée pour collecter et stocker des informations provenant d'autres bases de données. Donc, je vous ai parlé des CRM, je vous ai parlé des ERP, je vous ai parlé des fichiers plats. Ça peut être autre base de données provenant des SQL, Oracle, SQLite, je ne sais pas. Ici, Datamart ou magasin de données. Datamart est un sous-ensemble logique d'un data warehouse. Il est généralement exploité en entreprise pour restituer des informations ciblées sur un métier spécifique. Ça peut être marketing, ça peut être RH, ça peut être risque, je ne sais pas. Maintenant, data mining. Les outils de data mining permettent d'extraire des hypothèses à partir de grandes quantités de données par procédé typiquement statistique. Donc, il y a une différence entre un data mining et data warehouse. Data warehouse, comme son nom l'indique en français, c'est l'entrepôt de données. Mais data mining, c'est la fouille de données. Donc, pour faire la fouille de données, on va procéder par des méthodes typiquement statistiques. Par exemple, en utilisant le machine learning, avec des outils de statistiques tels que la régression linéaire ou la régression simple ou des analyses multidimensionnelles, statistiques multidimensionnelles, donc des statistiques typiquement statistiques. Maintenant, OLAP. OLAP est l'acronyme de Online Analytical Processing. Il désigne les bases de données multidimensionnelles appelées aussi cubes ou hypercubes destinées à l'analyse. Donc, comme je vous ai dit, bien avant, il y a justement une base de production. C'est des simples bases de données qui sont SGBD, qui veut dire SGBD, c'est-à-dire système de gestion de bases de données relationnelles. On utilise justement des requêtes OLTP, mais ici, on a migré, comme les données sont devenues volumineuses, on a migré des OLTP vers OLAP en faisant des analyses multidimensionnelles. Je vous ai parlé de l'analyse multidimensionnelle, c'est de pouvoir analyser les données d'une activité de l'entreprise. Donc, il faut maintenant modéliser suivant des axes. Par exemple, ça peut être le chiffre d'affaires, catégorie ou bien produit.
Un exemple d'analyse d'une modélisation suivant des axes. Si je vous demande de m'afficher les chiffres d'affaires par catégorie de clients pour un produit donné, ici, quels sont les axes? Nos axes sont les chiffres d'affaires, catégorie et produit. Donc, on a trois axes. C'est ça, on dit l'analyse multidimensionnelle. Donc, après, le reporting. Le terme reporting désigne une famille d'outils de la business intelligence destinée à assurer la réalisation, la publication et la division des rapports d'activité selon un format prédéterminé. Bien sûr, l'objectif final de la business intelligence, après avoir collecté les données, après avoir intégré les données, après avoir chargé les données, après avoir même créé des cubes, donc l'objectif final, c'est de créer un rapport pour une aide à la décision. C'est ça l'objectif final de l'informatique décisionnelle ou bien de la business intelligence. Bon, ici, on va voir un data warehouse. Donc, retenez bien que data warehouse, c'est le cœur même de l'informatique décisionnelle ou bien le cœur même de la business intelligence. S'il n'y a pas un data warehouse, on ne peut pas parler de l'informatique décisionnelle ou de la business intelligence. Donc, on va voir pourquoi un data warehouse, quel est le rôle d'un data warehouse, qu'est-ce qu'un data warehouse, les quatre caractéristiques d'un data warehouse, la table de faits et table de dimensions. Ces deux tables sont très, très intéressantes. Si on construit un data warehouse, on va toujours avoir une table de faits et plusieurs tables de dimensions. Généralement, on appelle ça le modèle en étoile. Donc, on a trois types de modèles. On a le modèle en étoile, on a les modèles en flocon et on a les modèles en constellation. À partir des modèles en étoile, on peut sortir ou dégager un modèle en flocon et à partir d'un modèle en flocon, on peut dégager le modèle en constellation. Mais les modèles en flocon et en constellation sont un peu compliqués. C'est pourquoi, généralement, on n'utilise que le modèle en étoile pour une implémentation au niveau de data warehouse. Donc, les sources de données d'une entreprise proviennent essentiellement des bases de production. D'accord? Les données sont éparpillées dans des systèmes multiples, comme par exemple les ERP. Je parlais des ERP, je parlais des CRM, etc. Mais pas nécessairement compatibles entre eux. Donc, ces bases sont conçues pour être efficaces pour les fonctions auxquelles elles sont spécialisées, structurées pour l'analyse des objectifs principaux. L'objectif maintenant principal est de conserver l'information. C'est ça un data warehouse. Donc, le data warehouse, les décideurs vont poser un certain nombre de questions. Ils vont poser quelles questions? Ils vont dire qui sont mes clients? Pourquoi sont-ils mes clients? Comment cibler ma clientèle? Quelle est l'évolution de tel produit? Qui sont mes employés? Etc. etc. Excusez-moi, quelqu'un. Voilà, donc après avoir les décideurs ont posé un certain nombre de questions en cherchant à connaître qui sont mes clients, pourquoi sont-ils mes clients, comment cibler ma clientèle, quelle est l'évolution de tels produits, qui sont mes employés, etc. Maintenant, on va voir, ça c'est un schéma explicatif. Qui peut m'expliquer ces schémas? Mhm, mhm, mhm. Oui,
oui, c'est diverses sources, évidemment. C'est ça le data warehouse. Donc, les sources de données d'une entreprise proviennent essentiellement de bases de production. Qui dit base de production, par exemple, on peut avoir des comptabilités, des employés, facturation, sources de fichiers Excel, ça peut être SQL, ça peut être Oracle, ça peut être NRP. Au niveau d'NRP, on peut avoir, par exemple, gestion des employés, gestion, par exemple, des facturations, on peut facturer, on peut, par exemple, gestion des paies, voilà, je sais pas, dans un RP, on peut trouver, c'est une entreprise, en quelque sorte, un RP. D'accord? Donc, les données sont généralement éparpillées. Donc, par exemple, des données éparpillées. On peut trouver des données provenant du service, par exemple, marketing, ou du service de la comptabilité, ou du service de gestion des ressources humaines. Après, on va collecter les données, on va faire l'intégration et on va faire la restitution des données. Donc, les quatre caractéristiques d'un data warehouse, c'est très important. Selon, Bill, il est le père même de data warehouse. Il a défini le data warehouse comme une collection de données orientées CG, intégrées, non volatiles et historisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. Donc, on va voir ensemble c'est quoi orienté CG, c'est quoi intégré, c'est quoi non volatile. Donc, orienté sujet, les bases de production sont généralement organisées par processus fonctionnels. Donc, je vous ai parlé de facturation, comptabilité, RH, par exemple ici, comptabilité, facturation, RH, employé. C'est ça, on dit orienté sujet. Donc, RH, etc. Donc, le thème ici, c'est les ventes. C'est ça, on dit organisé par thème. Donc, les ventes. Deuxièmement, intégrer donc, pour assurer la cohérence, c'est une phase vraiment très complexe. Cela présente une charge importante dans la mise en place d'un data warehouse non volatile. Donc, non volatile veut dire un data warehouse veut conserver la traçabilité des informations. D'accord? On veut toujours conserver une traçabilité des informations. Donc, c'est ça non volatile. Donc, c'est de conserver la traçabilité des informations et les diviser et faire notre data warehouse. Maintenant, on va parler de storage. Contrairement au système de production, les données du data warehouse ne sont jamais mises à jour. Chaque nouvelle donnée est insérée un référentiel du temps doit être mise afin de pouvoir identifier chaque donnée selon le temps, dans le temps ou dans l'espace. Donc, maintenant, on va parler de la table d'effets. Donc, pour construire un data warehouse, il faut toujours construire, il faut toujours construire la table d'effets et la table des dimensions. Dans un entrepôt de données, on peut avoir juste une table d'effets et plusieurs tables de dimensions. Donc, la table d'effets représente un sujet d'analyse. Par exemple, les ventes. Les ventes peuvent être par date, par zone, par produit,
Donc, la table des faits, c'est une table centrale du modèle multidimensionnel. Il est constitué de plusieurs mesures relatives au sujet traité. Donc, ces mesures sont généralement numériques. Donc, vous voyez, on a par exemple ID DIM1, ID DIM2, ID DIM3, ID DIM-N. Donc, ce sont des clés étrangères. D'où viennent les clés étrangères? Les clés étrangères proviennent de la table des dimensions. Donc, c'est au niveau de la table des dimensions qu'on crée les clés primaires et au niveau de la table des faits, on va faire une référence aux tables des dimensions. Donc, les clés étrangères, c'est ça qu'on appelle axe des représentations et les mesures relatives au sujet traité. Donc, les mesures peuvent être toujours numériques au niveau de la table des faits. Donc, caractéristique d'une table des faits, une table des faits contient des valeurs numériques, c'est ce que j'ai dit, de ce qu'on désire mesurer. Une table des faits contient les clés associées aux dimensions. Il s'agit des clés étrangères dans la table des faits. Donc, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la table des dimensions qu'on va créer les clés primaires. Mais au niveau de la table de faits, on ne crée pas une table de faits, une clé primaire, mais on va faire une référence à partir de la table des dimensions. Donc, les informations dans une table de faits sont caractérisées par, elles sont numériques, elles sont utilisées pour faire des sommes, des averages. Les données doivent être additives ou semi-additives. Donc, ça, c'est l'axe des représentations. Donc, par exemple, ça, c'est la table d'effet vente. Je peux dire ID date, ID zone, ID produit. Et voilà les mesures. Mesures, ça peut être montant et quantité. Donc, je vous ai dit, c'est numérique. Ils sont généralement numériques, les montants. Par exemple, si je crée mon data warehouse et je crée la table d'effet, ici, le montant, il est de quel type? Il est de type, ça peut être float. Et la quantité, ça peut être aussi float, voilà, int, entier, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir la table des dimensions. La table de dimension donc n'est rien d'autre qu'un critère dans lequel on souhaite évaluer, quantifier l'évolution. L'évolution. Donc, exemple ici, on a les produits, par exemple, par date. Ça, on dit, c'est un critère dans lequel on souhaite évoluer, évaluer plutôt, quantifier. On va évaluer, par exemple, les chiffres d'affaires par produit, par zone et par date. Donc, la table d'effet vente ici, table de dimensions produit, zone et date. Donc, ID date, ID zone, ID produit et montant quantité. Donc, comme je vous ai dit, la table des faits, elle est toujours centrale. Et les tables de dimensions sont à l'extrémité de la table des faits. Par exemple, ici, on a table d'effet vente, ici, table d'effet vente, ici, table d'effet vente, mais ici, la table d'effet. Donc, ici, c'est la table des dimensions, table d'effet de vente, dimension, ici, ça, c'est dimension, dimension, et la table d'effet, elle est centrale. Caractéristique d'une table de dimensions. Une table de dimensions contient les détails sur les faits. Une table de dimensions contient les informations descriptives des valeurs numériques de la table des faits. Les attributs d'une table de dimensions sont souvent utilisés comme lignes et colonnes dans un rapport ou résultat des requêtes. Par exemple, les attributs textuels d'un rapport proviennent souvent d'une dimension. Maintenant, on va passer aux outils ETL. Donc, notre sujet, ça parle de la business intelligence et ses outils. Donc, voilà les outils de la business intelligence. On a les ETL, hein, extraction, transformation et chargement. On va charger les données où? On va chercher les données au niveau de notre data warehouse. Donc, on va voir, comme je vous ai dit au départ, on va faire un petit workshop où on va construire notre data warehouse. On va prendre des fichiers plats, on va l'extraire, on va le transformer et on va charger dans un data warehouse, dans notre entrepôt de données qu'on a créé. Maintenant, la présentation d'un ETL, c'est quoi? La problématique, la solution
l'ETL commercial versus ETL open source. Il y a des ETL commerciales certainement, et il y a aussi des ETL open source. Voilà, ça c'est un schéma qui illustre l'ETL. Comme je vous ai dit, l'ETL c'est de collecter d'abord les données. Après la collection, c'est la phase d'extraction. Après la phase d'intégration. Après la phase de distribution et de la restitution. Donc, la collecte de données. Collecte de données, ça peut être fichier Excel, ça peut être fichier XML, ça peut être une base de données SQL, voilà, Oracle, ça peut être des MySQL, etc., etc. Donc, on va collecter les données, on va extraire les données, on va intégrer les données, on va distribuer les données et après, on va créer des cubes, voilà, des reporting. Voilà, ça c'est juste une problématique, ça c'est bout de code fait avec Java, etc. C'est pas important. Maintenant, la solution de NetL, c'est quoi? C'est de faciliter les études d'impact, la maintenance, le transfert des connaissances, centraliser les traitements et les métadonnées, réduire les coûts, NetL commercial versus open source. Voilà, ça c'est une interface de NetL. Comment on fait par exemple l'intégration des données, et voilà, donc c'est pas avec l'outil Microsoft. Et moi, je travaille beaucoup plus avec l'outil Microsoft, les data tools de Microsoft. Donc, je suis consultant en MSBI, qui veut dire Microsoft Business Intelligence. Voilà, donc ça, c'est les ETL propriétaires. Par exemple, on a la maison Informatica, IBM, Abinito, Oracle, DataStage. Ça, c'est leur ETL, c'est pas open source, c'est pas gratuit, donc c'est payant. Donc, vous allez payer avant d'utiliser leur ETL. Et ça, c'est l'ETL open source. Pentao, Clover ETL et Talent Data Integration. Donc, ça, ce sont des ETL open source. Mais aussi pour Microsoft, c'est aussi open source. Bon, juste pas open source, mais vous pouvez utiliser justement pour 6 mois et après, vous allez payer pour utiliser l'ETL de Microsoft. Maintenant, on va parler des avantages et inconvénients d'ETL. L'avantage d'ETL propriétaire, donc, c'est mise en œuvre rapide, interface généralement complète, achat de licences et formation, coût élevé dès le début du projet. Ça, c'est l'ETL propriétaire. Maintenant, pas de licence, coût de la formation et souscription hotline technique, coût constant tout au long du projet, partage des travaux. Ça, c'est l'ETL plutôt open source, excusez-moi. Ici, ce n'est pas de licence, c'est open source. Donc, il n'y a pas de licence. Le coût de la formation et souscription hotline technique, coût constant tout au long de notre projet et on peut partager les travaux. Maintenant, après avoir vu l'ETL, après avoir vu Data Warehouse, après avoir vu l'introduction de la Business Intelligence, on va passer à l'analyse multidimensionnelle. Donc, on va voir qu'est-ce qu'est OLTP, qu'est-ce qu'est OLAP, OLTP versus OLAP, séparation physique entre OLTP et OLAP, langage MDX, liaison OLAP. Donc, OLTP, c'est Online Transaction Processing. C'est un modèle utilisé par les SIBD, modèle permettant l'insertion, la modification et l'interrogation de la base de données. Donc, comme je vous ai dit, au départ, c'était justement de la base de production, c'est des bases très simples, c'est SGBDR, système de gestion des bases de données relationnelles. Et le système de gestion des bases de données relationnelles n'utilise pas les processus OLAP, mais il utilise les processus OLTP. Donc, certainement, on va faire justement de l'insertion, la modification au niveau de notre table, notre base de données, et on va interroger la base de données. Donc, c'est ça le système OLTP. Donc, maintenant, on n'utilise pas avec la business intelligence ou l'informatique décisionnelle, on n'utilise pas les OLTP, mais on a migré vers OLAP. Mais avec aussi, par exemple, en utilisant le processus ETL, il y a ce qu'on appelle SSIS, SQL Server Analytical Service. On utilise même le langage MDX, on va voir après, donc qui veut dire multidimensionnel expression. Donc, c'est un langage qui est fait à partir de OLAP. C'est un langage très simple et facile même de manipuler. Donc, OLAP, c'est Online Analytical Processing.
les bases OLTP sont adaptées à répondre rapidement à des requêtes simples comme les ventes des produits X, mais répondre à des requêtes comme les ventes des produits X par vendeur, par région, par période, sont des requêtes plus complexes. Donc, vous voyez ici, les bases OLTP sont adaptées à répondre rapidement des requêtes simples, comme le vente du produit X. C'est ça OLTP. Donc, c'est des transactions processing. Des requêtes très simples. On peut interroger la base de données, de nous, par exemple, afficher le chiffre d'affaires d'un produit donné X, tout simplement. Mais avec OLAP, répondre à des requêtes comme le vente du produit X par vendeur, par région, par période, c'est des requêtes un peu compliquées. D'où SQL, la maison Microsoft a ajouté des fonctions. Bien avant, c'est des fonctions simples, par exemple, select, from, where, je ne sais pas. Mais maintenant, avec OLAP, on a ajouté d'autres fonctions, par exemple, telles que les roll-up, fonctions, par exemple, grouping sets, fonctions telles que, par exemple, je peux dire les group by. Ce sont des fonctions qui ont été ajoutées lors de la migration de OLTP vers OLAP. Donc, répondre à des produits, voilà, interroger notre data warehouse pour nous afficher vente par produit, par région, par vendeur, par période, c'est un peu compliqué. Le base OLAP permet des requêtes plus complexes afin de faire des analyses selon plusieurs axes. Par exemple, axe chiffre d'affaires, axe produit, axe vendeur, axe, je ne sais pas, etc., etc. Voilà, ça c'est le cube pour voir donc location de campus par le temps et par produit. Donc, item veut dire produit. Ici, je vais dire par exemple par temps. Ici, location par pays, je vais dire. Voilà, ça c'est le langage MDX. Le langage MDX Multidimensional Expression est un langage de requête pour des bases de données OLAP, analogue au SQL dans les bases de données relationnelles. Donc, le langage MDX est fait à partir de OLAP. Donc, pour faire l'analyse multidimensionnelle, etc., peut-être avec OLAP, vous allez dire que OLAP, c'est un peu compliqué et autres. Donc, ils ont créé un langage qui est très simple à manipuler. C'est ça qu'on appelle langage MDX. Mais au niveau de, par exemple, ce qui manipule Power BI, il y a ce qu'on appelle langage DAX. Maintenant, les déclinaisons OLAP. On a MOLAP, qui veut dire multidimensional online analytical processing. Donc, c'est des requêtes rapides et performantes. Donc, on avait parlé de OLAP. C'était très rapide et très performant, contrairement à OLTP, etc. On a ROLAP, veut dire relation online analytical processing. Donc, c'est des requêtes un peu longues et moins performantes, contrairement à MOLAP. On a HOLAP, c'est-à-dire hybride OLAP, entre MOLAP et ROLAP, entre multidimensionnel et relation OLAP. Et aussi, on a DOLAP, veut dire desktop OLAP. Une base OLAP peut installer sur la machine locale, machine cliente en local, on peut l'installer. Voilà, donc après, on va faire un petit workshop. Et voilà, merci pour votre aimable attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Regardez la slide, hein? Quel niveau? Quel niveau? Ça? Ça? On avait parlé de l'analyse multidimensionnelle et on a parlé de OLAP. Est-ce que tu as compris OLAP et l'analyse multidimensionnelle? Donc, un veut dire multidimensionnel et OLAP, Online Analytical Processing, ce sont des requêtes en quelque sorte, des requêtes un peu rapides
et performante. On avait dit bien avant, c'est des requêtes plus simples, donc telles que OLTP. Par exemple, si on a une base de données, une petite base de données pour interroger une base de production à la NSGBDR, on va par exemple faire des select étoiles, select étoiles, je ne sais pas, c'est des requêtes un peu simples pour faire l'interrogation ou bien la modification. Mais ici, avec OLAP, donc on peut répondre, on peut interroger la base de données selon les axes, tu vois. Donc, selon les axes, ce qui veut dire, c'est ça, multidimensionnel. Donc, selon les axes. Ça peut être les axes, ça peut être par exemple chiffre d'affaires, ça peut être produit, ça peut être euh, les clients, etc. Tu vois? Oui, les autres. Apparemment, il n'y a pas. Je peux passer maintenant à un workshop. Je passe pour le workshop. Hein. D'accord. OK. Donc, juste, je vais faire les processus ETL. Donc, je vais créer un entrepôt de données. Après avoir créé l'entrepôt des données, donc je vais créer une table, juste une table, et je vais maintenant extraire les données. Je vais charger les données et je vais transformer les données avant de les charger au niveau de notre data warehouse. Donc, pour faire le workshop, il faut que vous devriez connaître ça. Donc, on a les outils de Microsoft. Moi, je travaille avec Microsoft. Certainement, d'autres peuvent travailler avec d'autres. Il y a beaucoup des outils. Donc, on peut faire la business intelligence sans toutefois aussi faire travailler avec Microsoft. OK? Donc, avant de travailler avec, pour travailler avec Microsoft, il faut d'abord installer le moteur SQL Server. Après, il faut installer les SSCM, c'est-à-dire SQL Server Management Studio. Ça, c'est une interface comme celle-ci pour créer une base de données, on a créé un entrepôt de données. Et après, il faut installer les data tools de Microsoft. Donc, les data tools qui sont les SSIS, les SSIS et les SSRS. Donc, on veut dire SQL Server Integration Service, SQL Server Analysis Service et SQL Server Reporting Service. Donc, c'est très important pour faire les processus ETL. Donc, je viens ici pour donc, je vais vous montrer d'abord, ça c'est mon fichier plat. Vous le voyez? Voilà, ça c'est un fichier plat qui contient le code, le nom, prénom, âge, adresse. Donc, justement, c'est un fichier plat avec une seule table. Non? Donc, je vais faire l'intégration des données au niveau de mon entrepôt de données. Donc, on peut faire l'extraction à partir des fichiers plats, à partir des bases de production fonctionnelle, par exemple, peut-être des SQL, Oracle, etc. On peut faire à partir des fichiers Excel ou à partir des fichiers Access. Tout est possible. Donc, comme je vous ai dit, les données d'une entreprise, ça peut être, les données peuvent être éparpillées dans n'importe quel service. Et maintenant, comme nous, on fait partie de la direction des systèmes d'information décisionnelle, on nous demande de créer un entrepôt de données. Après avoir créé notre entrepôt de données, on va prendre les données et les intégrer au niveau de notre data warehouse.
Donc, mon fichier plat comprend quoi? Code, nom, prénom, âge et adresse. Donc, je viens ici pour faire une nouvelle requête. Donc, je vais d'abord créer mon entrepôt de données. Donc, je vais dire create database et je peux dire gestion commerciale. Voilà. Là, j'exécute. J'ai créé mon entrepôt de données. Donc, je vais utiliser use gestion. OK. Je viens, j'actualise ici pour voir. Voilà, ça c'est, j'ai créé déjà mon entrepôt de données de gestion commerciale. Maintenant, je vais créer la table. Une table, non, pas beaucoup de tables. Donc, create, table, client. Donc, j'ai quoi au niveau de mon fichier plat? J'ai code, nom, prénom, âge. Donc, code, c'est type int, primary, primary key. Donc, après, c'est nom, prénom, âge, adresse. Donc, nom, c'est type varchar, varchar de 30. Prénom, varchar de 30. Âge de type int. Et adresse de type aussi varchar de 30. Voilà. J'exécute requête. Vous voyez, donc j'ai créé déjà ma table client. Donc je vais faire select, étoile, from, client, au revoir. Voilà, donc j'ai créé code, nom, prénom, âge, adresse. Vous voyez, mon entrepôt de données est vide. Hein. J'ai créé l'entrepôt de données, j'ai nommé gestion commerciale, j'ai créé une table client, donc, qui contient le code, le prénom, le nom, l'âge et l'adresse. Certainement, si je voulais créer un data warehouse, je vais créer à partir en conformité avec ce que je voulais charger au niveau de mon entrepôt de données. Par exemple, ici, code, nom, prénom, âge, adresse. Je peux ajouter d'autres champs. Mais par exemple, si je n'utilise pas les champs, pourquoi ajouter d'autres champs? Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Ici, c'est vide. Maintenant, je prends les données de mon fichier plat et je dois faire l'intégration des données. Donc, je viens ici au niveau de mon SDT. Ça veut dire SQL Server Data Tools. Je vais créer un nouveau projet. Donc, je ne suis pas en train de faire analyse du service et je ne fais pas le reporting service, mais je fais intégration service. Donc, je vais cliquer au niveau de l'intégration service. Donc, je laisse, hein, je vais laisser comme ça. OK.
Voilà. Donc, ici, j'ai créé mon projet d'intégration des services. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord faire ce qu'on appelle tâche de flux de données. Donc, je prends la tâche de flux de données, je le pose ici. Donc, tâche de flux de données, c'est ça, ça va me permettre de faire la connexion des données. Donc, je viens ici, j'ai fait clic droit. D'abord, je vais chercher une connexion des données, de donner la source des données et avec la destination. Donc, c'est quoi ma source de données? C'est le fichier plat. Donc, je vais créer une connexion du fichier plat. Donc, c'est ça qu'on appelle l'extraction. Je suis en train de faire la phase extract. Donc, je vais parcourir là où se trouve mon fichier. Voilà, ça c'est le fichier client. Et vous voyez, n'est-ce pas? Code, nom, prénom, âge, adresse. Je vais ouvrir. Vous voyez, ici les données ne sont pas structurées. Si je retourne au niveau de mon fichier plat, ici les données ne sont pas structurées. Hein? Il n'y a pas eu de séparation. Tout est collé. Mais quand vous voyez, j'ai fait la phase d'extraction des données, il y a eu des séparations. Donc, séparataire des lignes et séparataire des colonnes. Vous voyez les noms, le code, c'est séparé, les noms, prénom, âge et adresse. C'est ça qu'on appelle extract. Donc, je fais l'extraction des données. OK. Donc, je me suis connecté au niveau à mon fichier plat. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais me connecter aussi à ma source de destination. Ma source de destination, c'est quoi? Quelle est ma source de destination? C'est une nouvelle connexion OLEDB. C'est mon entrepôt de données. Donc, je vais faire nouveau. Et je vais chercher le nom du serveur dans lequel sont stockées mes bases, mon entrepôt de données. Donc, je vais faire localhost. Est-ce que je peux trouver au niveau de localhost? Moi, je ne sais pas. Vous voyez, il n'y a pas ce que je viens de créer comme entrepôt de données. Ça n'existe pas au niveau de mon localhost. Donc, je l'ai mis au niveau, j'ai créé dans un autre serveur. Donc, je viens ici, je vais instancier. Donc, je vais faire une instance. Je vais faire propriété de mon serveur. Je vais copier l'instance. Je vais coller au niveau de le nom du serveur. Donc, ici, je trouve gestion commerciale. Vous voyez ce que je viens de l'écrire comme entrepôt de données. Donc, gestion commerciale. OK. OK. Donc, je me suis connecté déjà au fichier plat et à l'entrepôt de données. Donc, ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de prendre maintenant les données, les tâches, je peux dire les tâches, faire la transformation. Mon source de données, c'est où? Autre source. Source de données, c'est fichier plat. Source de fichier plat, je prends ici, je la dépose au niveau des flux de données. Je vais faire la conversion des données. Hein. Je prends la conversion des données, je la dépose ici. Et après, c'est la source de destination. La destination, c'est au niveau de mon entrepôt de données. Donc ici, destination ou le débit. Je vais faire la connexion. Ici. Ici. Voilà, donc je vais faire double-clic ici. Ici, j'ai terminé avec la phase extraction. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est ça qu'on appelle la phase de transformation. Donc, je suis en train de faire la transformation des données. Donc, transforme. J'ai fini avec le E. Maintenant, je suis avec le T. Colonne.
Vous voyez? Donc, j'ai code, j'ai nom, j'ai prénom, j'ai âge, j'ai adresse. Donc, tout est OK. Je vais cliquer ici 2 fois. Donc, je vais tout cocher. Maintenant, ici, je vais faire la transformation des données. Donc, code, lorsque j'ai créé ma table client, je viens ici. Lorsque j'ai créé ma table client, ici, code est de type quoi? De type int. Nom est de type varchar. Prénom est de type varchar. Âge est de type int. Adresse est de type varchar. Maintenant, au niveau de la transformation des données, je vais transformer telle qu'elle est. Telle que je l'ai créée au niveau de l'entrepôt de données. Donc, si ça ne respecte pas, il ne va pas accepter. Donc, ici, code est de type quoi? De type int. Numérique. Nom est de chaîne de caractères. Donc, c'est chaîne de str. Et longueur, je l'ai créé avec longueur 30. Donc, prénom, c'est chaîne de caractères avec longueur 30. Âge est de type int. Je vais transformer en entier. Adresse est des chaînes de caractères et avec longueur 30. OK. Je viens au niveau de la destination. Je vais chercher. C'est bon, je suis ici. Donc, nom de la table ou de la vie. La table que je voulais copier mes données, mes fichiers place, au niveau de mon entrepôt de données, c'est la table client. OK. Je vais faire des mappages. Donc, les mappages, c'est-à-dire, je vais faire ici code. Je vais faire copy of code. Non, je vais faire copie des noms. Je vais faire copie des prénoms. Je vais faire copie d'âge et copie d'adresse. OK. Donc, tout est bon. Vous voyez, ça disparaît la petite croix rouge. Donc, je vais exécuter la tâche. Vous voyez, il me dit 10 lignes ont été chargées au niveau de mon data warehouse. Donc, à partir des sources des fichiers, vers gestion, conversion de données et vers destination OLEDB, 10, 10, 10. Donc, je viens au niveau de mon SQL Server Management Studio. Vous voyez, jusqu'à maintenant, la table client, elle est vide. Maintenant, je vais actualiser, exécuter. Vous voyez? Donc, j'ai fait le chargement des données. À partir des fichiers plats, j'ai chargé mes données au niveau des data warehouse. C'est ça qu'on appelle le processus ETL. C'est compréhensible, non? Vous êtes là? Vous avez compris? Oui, Ok. Camarade, c'est bien? Mhm. Bien sûr, obligatoirement, tu dois respecter tout. Sinon, tu ne peux pas faire le chargement des données. Si tu as créé avec 30 ou 60 ou 50, tu dois, au niveau comment on appelle, des transformations, tu dois toujours tenir compte de ça. Voilà. Djibril, Oui, oui, tu as compris? ma sœur. Tu as compris? Ça va, je vous suis. Je vous suis. Oui, oui, je vous suis très bien. Est-ce que tu as compris ce que je vais faire en fait?
Oui, oui, D'accord, c'est bien. merci. Donc, c'est juste une petite présentation de la business intelligence et ses outils. Donc, on a vu les outils de la business intelligence, les ETL, les Extract, Transform, Load, etc. Mais il y a d'autres. Hein. On ne se limite pas seulement à l'intégration des données. Il y a ce qu'on appelle SSIS, SQL Server Analytical Service, et SQL Server Reporting Service. On peut faire le reporting avec les outils Microsoft, comme on peut faire le reporting avec Power BI, voilà, avec Tableau, voilà, avec ClickSense ou le ClickView. Il y a pas mal des outils sur le marché, d'accord? Et moi, je préfère toujours travailler avec Microsoft. Pourquoi? Parce qu'il y a un cabinet qui classe les technologies. Ils ont classé, ces cabinets a classé les outils Microsoft comme le top des tops. Donc, suivi des tableaux software et le reste, c'est ClickSense, ClickView, etc. Mais on peut faire aussi le data mining avec SQL Server, non? Avec les data tools de Microsoft, on peut faire le data mining. Si vous avez des questions, hein, sinon, donc, on peut s'arrêter à ces niveaux. Donc, je suis là pour ceux qui veulent, pour ceux qui me veulent, donc ils peuvent me contacter à tout moment. Hein. Ok, pas de questions? Non, merci. De rien. Ok, on s'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Moi-même, je n'ai pas une question, mais juste que je pense qu'on aura aussi ce genre de séance à une prochaine rencontre ou quoi, parce que c'est vraiment enrichissant. Et moi, je tiens juste à te remercier, quoi. Non, merci beaucoup aussi. Donc, c'est un plaisir aussi. Il n'y a pas de souci, hein, tu peux me contacter à tout moment. Merci. De rien. Merci beaucoup. Ok, ciao.